De retour sur ce plateau pour la seconde partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités Brice Nzamba, Cabinet Fofana et de notre éditorialiste Alfred Chongo. Place à présent à notre grand angle économique. Le président camerounais Paul Biya est arrivé en Chine ce jeudi pour une visite de 2 jours, une visite d'État sur invitation de son homologue Xi Jinping. Objectif, renforcer la coopération bilatérale. C'est un sujet de la rédaction. Dans le cadre de la visite officielle du président Paul Biya en Chine, les autorités camerounaises espèrent une montée en gamme et une plus grande densification de la coopération entre les deux pays. Selon les chiffres, le Cameroun est parmi les plus grands bénéficiaires africains des investissements chinois, avec plus de 1000 milliards de francs CFA injectés dans des projets sociaux, agricoles, d'énergie, de télécommunications et d'infrastructures. Toutefois, avec son potentiel humain et naturel caractérisé par une population très jeune et dynamique et un tissu industriel embryonnaire, le Cameroun est de plus en plus tourné vers une formule de transfert de savoir-faire et de technologie. On a remarqué que la relation était beaucoup plus commerciale et axée sur l'aide ou alors des prêts concessionnels, sans véritable transfert des technologies, avec même souvent une importation de la main-d'œuvre. Il pourra aussi y avoir des partenariats entre les producteurs locaux et les producteurs chinois, voire même des PME entre elles. Pourquoi pas des fusions-acquisitions? Tout cela devra être possible et c'est ce que la Chine voudrait faire. Mais il revient maintenant aux Camerounais, non pas d'attendre que la technologie soit transférée. La technologie ne vaut rien entre des mains inexpertes. Dans ce partenariat sino-camerounais, souvent décrit comme gagnant-gagnant, le Cameroun présente un environnement attractif pour l'investissement. Pourvoyeur de ressources premières et de terres pour le volet agricole, ce pays carrefour logé entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest est aussi une porte d'entrée sur un vaste marché régional. En faisant du Cameroun un point focal d'investissement, ça permet déjà à la Chine de ratisser large tout autour de cet épicentre-là. Vous avez aussi la diversité de son sol et même de son sous-sol. Et le Cameroun, vous le savez, c'est de l'Afrique en miniature. Sa qualité du capital humain, c'est-à-dire ses hommes, ses ressources humaines, qui jusqu'ici n'est pas très bien employé. On parle d'un taux trop élevé de sous-emploi, alors que les Camerounais sont formés et ont la compétence à pouvoir lancer la dynamique de développement de leur pays. Désormais partenaire privilégié du Cameroun, la Chine pourrait continuer d'étendre ses domaines de coopération tant les opportunités sont intéressantes. Pour le Cameroun, le défi réside dans sa capacité à orienter ce partenariat vers une formule qui va favoriser l'amélioration durable des conditions de vie socio-économiques de sa population. Monsieur Nzamba, quels sont selon vous les enjeux de cette visite du président camerounais en Chine? Écoutez, il faut dire qu'en suivant déjà le reportage, les enjeux, il me semble que c'est déjà de prendre acte du fait que le Cameroun, c'est quand même un des pays en Afrique au sud du Sahara qui capitalise le plus les investissements chinois en ce qui concerne notamment les investissements dans les 3 000 milliards de francs CFA en 2017. Exactement. Donc c'est un pas diplomatique, c'est une manière déjà de dire, d'acter. Je dirais cette montée en puissance, on l'a entendu, c'est une montée en gamme, notamment dans les rapports entre le Cameroun et la Chine. Il y a déjà ça. Et puis aussi de capitaliser sur cette visite-là. Parce qu'il faut se rappeler qu'en Afrique du Sud, quand il y a eu ces forums entre la Chine et les États africains, je crois qu'il y a près de 60 000 milliards de dollars qui étaient prévus pour les financements en Afrique. Et donc le Cameroun espère capter une bonne partie de ce portefeuille financier, notamment en investissant dans tout ce qui est infrastructure de base, les routes, tout ce qui est énergie, les barrages hydrauliques, et puis renforcer les ports en eau profonde. En fait, créer toutes les structures de base
base pour préparer l'industrialisation, puisque comme vous le savez certainement, il y a un projet du gouvernement camerounais. Je crois qu'ils ont une doctrine économique pour permettre au Cameroun, au plus tard 2035, de devenir une économie émergente. Donc ils comptent beaucoup sur les investissements de la Chine pour pouvoir impulser, notamment mettre en place des infrastructures de base et puis passer à l'industrialisation. Et donc ça, c'est peut-être qu'on va développer ça au fur et à mesure. Donc moi, je me dis, c'est plutôt une bonne chose, mais après, il faut rester prudent. Il faut rester prudent parce qu'on sait que les investissements chinois, il y a l'actif et puis il y a le passif. Donc, il faut veiller sur le passif. Alfred, allez-y. Oui, d'abord, une pensée pour Chantal Biya, qui accompagne Paul et donc qui doit illuminer, n'est-ce pas, les Chinois de sa présence. Hein, et c'est une bonne chose. Mais une première, c'est que Xi Jinping vient d'être confirmé comme président à vie de la Chine. Et donc là, la visite du premier président africain, qui est presque un président à vie, chez son homologue chinois, ça a du sens, ça fait sens. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, effectivement, il s'agit pour Paul Biya d'essayer de couper ce cordon ombilical un peu avec la France et puis de manifester une forme d'agacement vis-à-vis aussi des relations franco-camerounaises, hein, avec toute une série de problèmes de droits de l'homme, juridiques qui obscurcissent ces relations-là. D'ailleurs, on entendait il n'y a pas longtemps, mais un autre président africain qui m'a beaucoup déçu, hein, Talon, qui a rejeté justement la candidature de Bolloré pour le port disant mais écoute, vous ne connaissez pas le pays, maintenant c'est la Chine, ben voilà. Donc on est un peu dans cette logique-là de dire maintenant, il faut s'affranchir vraiment de la tutelle de la France et de l'Union européenne et puis faire crédit à la Chine. Mais justement, Alfred, qu'est-ce qui fait de la Chine un meilleur partenaire économique pour les États africains? D'abord, la Chine a des moyens financiers incommensurables. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que la Chine n'est pas regardante sur, justement, la gouvernance politique de tout... Donc, il n'y a pas des questions d'ingérence. Exactement, politique de tous ces États-là. Et en même temps, la Chine a cette capacité, effectivement, une fois que les accords sont signés, les financements, de pouvoir réaliser, mais vraiment à temps, les projets pour lesquels elle s'engage. Maintenant, c'est bien, justement, d'aller en Chine. C'est bien d'avoir des relations avec la Chine, mais c'est encore mieux que les Africains eux-mêmes, là en l'occurrence les Camerounais, soient maîtres justement de tous ces investissements, de toutes ces infrastructures qui vont arriver au Cameroun. Parce que, alors, c'était ça un peu, hein, l'actif et le passif, c'est-à-dire que la Chine défend ses intérêts en Afrique. Hein, il ne faut pas croire, quand on dit gagnant-gagnant, la Chine gagne plus que les Africains, puisque eux, ils savent où ils veulent aller. Ils ont besoin des matières premières, énergétiques et puis stratégiques. Ils viennent en Afrique. Ils mettent justement, comment rééquilibrer ces relations? Oui. Non, mais justement, c'est en parlant de ce côté pervers des relations avec la Chine, c'est que les menaces sont à plusieurs niveaux. Quand vous prenez, par exemple, sur le plan environnemental, il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui souffrent un peu de ce passage de la Chine parce que les exploitations, parfois, ne répondent à aucun critère. Je veux dire, ils ne prennent pas en compte ce qu'on pourrait peut-être appeler les commissions écologiques et tout, sans compter... Est-ce qu'Alpha Condé en tient compte? Parce que lui aussi, hein, il a été en Chine et puis beaucoup d'investissements chinois en Guinée. D'ailleurs, Alpha Condé a bâti carrément tout son discours autour de ces milliards signés en Chine récemment. Alors, messieurs, on va rester concentré sur le Cameroun, si vous voulez bien. J'étais en train de dire que, est-ce qu'aujourd'hui, réellement, les accords qui sont signés entre le Cameroun et la Chine ont un effet positif sur la vie des Camerounais? La question, elle reste évidente, elle reste à poser. Est-ce que les infrastructures financées, construites
construites permettent aujourd'hui d'amener les Camerounais à se prendre en charge. Est-ce que des ingénieurs camerounais sont... C'est des questions qu'on doit poser aux Camerounais et pas aux Chinois. Parce que je pense que les Chinois, eux, autant que faire se peut, ils exécutent leur part de contrat. Ah oui, c'est-à-dire que le contrat est signé, ils doivent mettre en place les infrastructures, les financer. Et en revanche, la stratégie ou la vision pour laquelle ces infrastructures sont mises en place appartient au gouvernement africain et au Camerounais en particulier. C'est-à-dire que si le gouvernement camerounais n'a pas prévu, notamment dans les délais, à quel moment telle infrastructure doit prendre fin. Quand elle prend fin, on doit passer à telle construction. Ça doit générer tel nombre de travail pour les jeunes, parce que 3/4 des jeunes Camerounais n'ont pas de travail quand même. Donc le but final, c'est quand même qu'il y ait des industries pour embaucher des jeunes. Et ça appartient au gouvernement camerounais et pas aux Chinois. Donc je pense qu'il y a des reproches qu'on peut faire aux Chinois, oui, mais il faut rester lucide en disant qu'il y a beaucoup de reproches à faire d'abord au gouvernement africain, et donc pour qu'il reste vigilant. Parce que les Chinois, comme l'a dit Alfred, ils défendent leurs intérêts. Donc, quand on a affaire à un partenaire économique qui n'est pas regardant sur ses intérêts, sur la scène internationale, il n'y a pas de sentiment. Je ne vois pas pourquoi un acteur économique va se soucier de vos intérêts quand vous-même, vous ne vous en souciez pas. Donc, la question, c'est plutôt aux élites africaines d'être en mesure d'assurer les intérêts de leur gouvernement et de leur population. Je ne suis pas en train de dire que la Chine, il revenait à la Chine de polir un peu ces relations. Je veux dire que les États africains, comme le Cameroun aujourd'hui, il leur appartient, dans le cadre de la mise en agenda des problèmes des populations et la formulation d'actions publiques pour résoudre ces problèmes, il leur appartient de définir, disons, des stratégies. Il ne sert à rien de signer des accords de coopération à coups de milliards, lorsque ces milliards vont servir à la classe politique, au parti politique, à la famille, aux amis, aux coquins du président de la République, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, la question véritable, c'est de savoir, ces accords signés, est-ce que ça participe au développement et à la dynamique économique du pays? Je ne pense pas. Pour le moment, ce n'est pas tout à fait ce que l'on recense à travers la vie économique et le quotidien des Camerounais. Merci, Monsieur Fofana. Allez-y, Alfred, très rapidement. Je voulais juste rapidement dire, mais c'est quand même assez étonnant que le président soit parti quand même en oubliant les entrepreneurs, en les laissant... Alors, un forum économique était prévu, mais il a été annulé. On ne comprend pas pourquoi, justement. Hein. Il faut dire que le président, l'essentiel, c'était est-ce que Mme Paul Biya, est-ce que Chantal Biya était là ou pas? Bon, les entrepreneurs, c'est sérieux pour une autre fois, peut-être. La signature de nombreux accords de partenariat est en tout cas annoncée entre ces deux États. Autre info économique, la CEMAC veut relancer les négociations sur les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Une séance de travail en ce sens a eu lieu ce 15 mars à Bruxelles. On fait le point avec Corinne Kamsofehem. On en parle juste après. Le processus d'adhésion des pays de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC, aux accords de partenariat économique de l'Union européenne va se poursuivre. Lors d'une tournée à Bruxelles, courant mars 2018, Daniel Onaondo, président de la commission de la CEMAC, s'est accordé d'une part avec les ambassadeurs des pays d'Afrique centrale accrédités en Belgique, mais aussi avec des responsables de l'Union européenne pour la concrétisation de ce partenariat qui entérine le libre-échange entre ces deux ensembles régionaux. Les deux parties se sont accordées sur la nécessité de relancer dans les meilleurs délais les discussions techniques en vue de l'adhésion des pays de la CEMAC à l'accord intérimaire avec le Cameroun, compte tenu des délais et de la complexité d'une négociation d'un nouvel accord. Les accords de libre-échange entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique, Caraïbes, Pacifique prévoient surtout une ouverture des marchés par une suppression des barrières douanières sur de nombreux produits. Plusieurs pays, à l'instar de ceux de la CEMAC, craignent pour leur tissu industriel. Les divergences portent également sur les modalités de la libéralisation des échanges, soit 71% de volume de produits sur 20 ans proposé par la CEMAC contre 80% sur 15 ans selon l'Union européenne. Jusqu'ici, seul le Cameroun est signataire de l'accord d'étape. Clairement, l'Union européenne n'a pas bougé d'un iota. Elle est restée dans ses positions et la concession viendrait plutôt des pays d'Afrique centrale qui vont essayer de négocier quelques petits aménagements sur l'accord du Cameroun afin d'y adhérer. Le volume
de marchandises à libéraliser ne va pas baisser, il va rester de 80%. La durée de démantèlement va rester de 15 ans avec un moratoire de 2 ans. Et la seule chose qui pourrait éventuellement être négociable, c'est le calendrier de démantèlement. En février 2017, l'Union européenne avait interrompu unilatéralement les négociations avec les pays de la CEMAC. Les rencontres qui se tiennent jusqu'au mois d'août 2018 vont accélérer le processus d'adhésion aux accords de partenariat économique pour l'ensemble des pays de la CEMAC qui ont à cœur de préserver l'union douanière de la sous-région. Alors, Monsieur Fofana, selon certains observateurs, ces accords de partenariat économique avec l'Union européenne ne sont pas favorables aux pays africains. Est-ce que vous êtes de cet avis? Et si c'est le cas, pourquoi aujourd'hui relancer ces négociations? Absolument. Je suis de ceux qui pensent que les accords signés à tout bout de champ avec que ce soit l'Union européenne ou même la Chine, pour le moment, ça ne participe pas à grand-chose. Parce que ça ne participe pas à former, disons, des Africains capables de se prendre en charge. On reste une économie sous perfusion, éternellement aidée par l'Union européenne, par la Chine aujourd'hui qui est nouveau partenaire. En réalité, et tout ça est un jeu qui amène en fait les pays à rester dans une sorte de dépendance économique où on nous dicte un peu ce qu'on devra faire. Dans le cadre même de la mise en œuvre de ces accords, il y a problème parce que parfois on nous exige, on nous donne certaines injonctions qui ont parfois des effets assez pervers sur l'économie et même sur la stratégie de nos pays. Alors aujourd'hui, on se pose la question de savoir depuis combien d'années maintenant que ces accords de coopération avec l'Union européenne existent et il faut se poser la question à quoi ça servit en réalité. Je pense qu'il faut définir aujourd'hui de nouveaux cadres, de la mise en agenda d'un certain nombre d'accords pour essayer de voir un peu à quoi ça devra servir. Et essentiellement questionner ces accords. Pour le moment, ça ne profite pas grand-chose à nos pays. Moi, je partage l'avis de M. Kabilé Fofana, mais pas pour les mêmes raisons, forcément. Mais c'est vrai que quand on signe un accord, à la base, l'accord, quand on le signe, on suppose qu'on est sur un même pied d'égalité. Parce que l'accord, ça contractualise des volontés de deux États ou de deux groupes, je veux dire, d'une organisation sous-régionale qui se veut égale, en tout cas, au niveau des contreparties qui sont prévues dans l'accord. Or, quand il y a un accord de libre-échange, ça suppose que les deux partenaires sont en mesure d'exporter dans le territoire de l'autre, au moins de façon égale ou supérieure selon les forces de production de l'autre. Or, signer un accord avec l'Union européenne de libre-échange, on sait bien la capacité d'exportation des pays africains, notamment de l'Afrique centrale. Alors, je suis étonné, je me dis, qu'est-ce que, par exemple, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Congo, le Gabon ou le Cameroun pourraient, de façon significative, exporter au sein de l'Union européenne, en dehors du pétrole ou des matières premières stratégiques. Donc, ce que je vois, moi, c'est qu'on a un accord que les Européens ont managé, parce qu'eux, ils ont une vision, et que cet accord, au-delà des pays africains, vise plutôt à concurrencer la Chine. Voilà, moi je pense qu'il faut le voir plutôt un peu plus loin parce que à partir du moment où l'Union européenne a des avantages douaniers pour exporter ce qu'elle souhaite dans cette sous-région-là, ça permettrait quelque part un peu de concurrencer un peu la Chine, mais je pense que si les Chinois sont aussi, comme ils le sont, ils sont assez subtils, ils peuvent profiter de ces accords-là. Parce que si les États africains ont le droit aussi d'exporter dans des pays européens à des tarifs douaniers, je dirais, compétitifs, il suffit que les entreprises chinoises s'installent dans cette zone-là et que ces entreprises-là soient des entreprises de droit local. Ces entreprises pourraient prétendre aux mêmes droits et donc assiéger le marché européen en contournant les tarifs qu'eux, ils mettent en avant par ailleurs. Je pense que ce serait plus intéressant pour les Chinois que pour la sous-région africaine, à court terme en tout. Justement, pour aborder dans le même sens que notre ami, c'est que quand on regarde aujourd'hui la menace de la Chine vis-à-vis disons, de l'industrie artisanale, de la production artisanale en Afrique, ce que vous avez aujourd'hui, quand je prends un secteur comme le textile, c'est la Chine qui contrôle
Alors, si, comme vous l'avez dit, si ces entreprises chinoises arrivaient en Afrique et qu'elles se localisaient, elle peut notamment participer, disons, à booster cette industrie. Bon, la mise en place d'une industrie, peut-être des manufactures et tout, parce que la Chine, jusqu'à présent, on n'a quand même pas vu de grosses industries pour le moment en Afrique. Et ça pourrait notamment permettre à la Chine de Bien sûr. Donc, du coup, il pourrait avoir une sorte européen. d'effet induit pour faire en sorte qu'il y ait un levier économique via la Chine. Alors, Alfred, M. Fofana et M. Zamba l'ont dit, il y a un déséquilibre notable. Les Africains semblent en avoir conscience, mais comment expliquer que les États soient disposés finalement à ratifier cet accord? Est-ce que quelque part, il y a une espèce de forcing ou de chantage de l'Union européenne vis-à-vis des États africains? Parce que c'est ce que pensent certains observateurs. Quel est votre regard sur cette question? Oui, Graciela, on pourrait être tenté de le croire ou de le penser, hein, et ça se comprendrait. Mais qu'est-ce que sont ces APE finalement aujourd'hui? Ils ont été mis en place d'une part pour remplacer tous les accords qu'il y ait l'Afrique, Caraïbes, Pacifique, à l'Union européenne, les accords de Lomé, les accords de Cotonou, etc., pour redynamiser justement l'espace des échanges entre l'Afrique, là en l'occurrence, et l'Union européenne. En se disant, nous ouvrons le marché européen aux produits africains, un certain nombre de produits africains, nous voudrions aussi avoir en retour des facilités douanières pour nos produits vers l'Afrique, selon des durées, des modalités assez précises. Sauf que, comme le rappelait Brice, effectivement, ce sont des accords qui sont léonins, au fond, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a une inégalité des partenaires. Il y a toujours un partenaire qui est plus partenaire que les autres, c'est-à-dire qui a plus de moyens, qui a une économie plus dynamique, qui a des moyens beaucoup plus importants que ne peuvent avoir les pays africains. Le Cameroun, avant de signer, a beaucoup résisté. Et finalement, on a tordu la main à Paul Biya, il a fini par accepter, mais vous savez, quand ça fait mal, hein, quand on vous tord la main, donc vous finissez d'une manière ou d'une autre par accepter. Et là, l'Afrique centrale est confrontée à plusieurs défis, ce qui fait qu'au fond, aujourd'hui, avec la crise qui est passée par là, du pétrole, et toute une série de menaces, les guerres qui ont déstabilisé cette Afrique centrale, et on voit encore, hein, ça continue, le Tchad aujourd'hui qui est en difficulté considérable, la Centrafrique, etc. Et que donc, pour ces États, il s'agit effectivement de revenir, j'allais dire subrepticement, mais ils n'y sont pas encore, hein, parce qu'il y a des discussions pour savoir comment mettre en place justement ces APE-là, peut-être qui vont permettre finalement à chacun des protagonistes et quand même de la CEMAC de se dire d'abord, avant de nous ouvrir aux APE, il faut peut-être qu'on organise le marché de la CEMAC, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que voilà des pays qui ont des potentialités énormes, des possibilités de coopération, d'intégration économique, financière, monétaire, tout ce que vous voulez régional, mais qui sont incapables de s'entendre et d'ouvrir ces marchés entre eux. Et maintenant, ils vont ouvrir à l'Europe. Peut-être que ça va... Alors, à titre d'exemple, le transport de marchandises entre Douala et N'Djamena coûte 6 fois plus cher que entre Shanghai et Douala. Mais voilà, ces genres d'aberrations qui auraient dû déjà au niveau de la CEMAC être réglées. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tous ces chefs d'État, ils sont conscients de cela. Dans tous leurs sommets, quand ils se réunissent, ils évoquent toutes ces questions-là, et puis ils prennent des résolutions, mais c'est le passage à l'acte qui coince toujours dans cette Afrique centrale-là. Et je me demande, qu'est-ce qu'ils ont les chefs d'État dans leur chef pour ne pas parvenir justement à franchir le pas de dire. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas confiance entre eux au fond. Il y a eu cette sorte de méfiance qui fait que... Il y a des querelles de leadership aussi. Ça aussi, c'est à signaler. Mais pourtant, ça peut être l'occasion d'affirmer son leadership. Mais tout à fait. C'est quand même extraordinaire. Parce que je me dis, il suffit de prendre des bonnes décisions et de montrer l'exemple pour s'affirmer. On le voit avec Paul Kagame. Paul Kagame, avec ce qu'il fait au Rwanda, ça lui donne une forme d'aura politique internationale et qui fait que... Même si c'est un dictateur. Ah oui, voilà, éclairé. Moi, je dirais que c'est un dictateur éclairé. Il en faut peut-être en transition.
Non, parce qu'il a trop muselé son opposition. Et puis Merci messieurs pour toutes ces précisions. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas dans quelques instants à la suite de l'Africa News. Roma, tout de suite.